Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce webinaire «Se différencier et développer son entreprise grâce au design de ses produits». Nous avons la chance d'accueillir Bernard Maignan pour vous présenter ce webinaire. Durant celui-ci, nous parlerons design, esthétique, comment vous différencier et nous terminerons par le témoignage de Maya Thomas, gérante de l'entreprise S-Glace. Tout au long des interventions, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat juste à droite de votre écran. Et nous y répondrons au fur et à mesure ou à la fin des interventions en fonction du sujet. Monsieur Maignan, je vous laisse la main. Eh ben, je vous remercie. Donc, en fait, on va commencer par une petite... resituer un petit peu la notion de design dans son histoire et déjà dans sa définition. Donc, on peut voir que sur le Petit Larousse avant 89, le mot design décrit une discipline visant à une harmonisation de l'environnement humain, depuis la conception des objets usuels jusqu'à l'aménagement des sites. Après 89, on a cette définition. C'est une discipline visant à la création d'objets, d'environnement, d'œuvres graphiques, etc., à la fois fonctionnelles et esthétiques, et conformes aux impératifs d'une production industrielle. C'est assez important de parler de production industrielle parce que, effectivement, le design naît d'une nécessité et d'une volonté de l'industrie d'optimiser en fait la conception de ces produits. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire au final dans les outils de l'artisan. En fait, le design qui a été créé par l'industrie, ce qui est peut-être intéressant pour l'artisan, c'est d'en utiliser un certain nombre de points, pas tous évidemment, un certain nombre de points et un certain nombre d'outils pour pouvoir justement développer sa production et de la développer de manière assez rationnelle. Autant dans vos créations, il y a une part d'intuition qui est importante, qui est même peut-être plus importante, qui est sûrement plus importante même que dans l'industrie, que le designer qui va travailler dans l'industrie. Il n'empêche qu'à un moment donné, au niveau de la production, il y a toute une réflexion à avoir sur l'organisation, sur le produit, et puis aussi sur l'utilisation, parce que un produit utilitaire, un produit usuel, c'est un produit qui nécessite un certain nombre d'aménagements pratiques, une forme de prise en compte du besoin utilisateur qui va faire que le produit il devient intéressant non pas seulement sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan pratique. Voilà, donc sur les définitions du mot design, vous pouvez aller voir sur Google, par exemple, vous allez constater que pratiquement chaque designer aujourd'hui a sa propre définition du design, chaque univers aussi. Là-dessus, en fait, le design est devenu aussi, pour l'éducation nationale, une pratique pédagogique, donc avec aussi un certain nombre d'extensions du mot design à beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce mot-là est un petit peu mis à toutes les sauces et c'est quand même important de resituer cette discipline dans ses origines. Voilà. Donc, le design, produire du design, c'est tenter de résoudre un problème entre trois grands pôles. On va déjà évoquer ça. Ces trois grands pôles, en fait, ça va être l'intention, le prix et les solutions techniques ou la solution technique. Et là, on va parler de produits artisanaux faits en pièces uniques ou en petites séries. On va parler déjà de l'intention. L'intention, il y a deux forces possibles. Il y a l'intention qui va être donnée par les besoins du client. On va être dans le cadre là d'une commande. Le client qui, lui, va évoquer des besoins subjectifs
des besoins objectifs. Quelquefois, il va aussi ne pas évoquer certains besoins parce qu'il ne sait pas les formuler. Et puis parfois, il va développer une idée sur des besoins qui sont mal formulés. Ce que je donne souvent comme exemple par rapport à ça, c'est un exemple caractéristique que je peux voir en architecture intérieure. C'est par exemple, j'ai pas assez de lumière chez moi, dans ma pièce ou dans ma maison, donc il faut m'agrandir les fenêtres. En réalité, le besoin dans ce cas-là est souvent mal formulé parce que le problème, c'est pas tant un problème de taille de fenêtre qu'un problème d'éclairage artificiel ou de répartition des espaces, ou de coloration des espaces, etc. Donc, en fait, en tant que professionnel, artisan, designer, en fait, il est important de bien poser les questions et de tourner autour des besoins du client pour arriver à savoir ce qu'il veut dire quand il dit une chose, hein, quand il demande quelque chose. Les besoins non formulés, c'est les besoins évidemment que le client n'exprime pas et que quand on commence à le questionner, on va se rendre compte qu'il y a ce besoin-là au final. Les besoins objectifs, par exemple, s'il s'agit d'un objet, s'il s'agit d'une carafe ou d'une théière, les besoins objectifs, c'est de pouvoir faire monter dans les meilleures conditions, c'est de pouvoir me servir sans en mettre sur la table, sans en mettre partout sur la table, et puis ça va être aussi le besoin de pouvoir laver ma théière de manière assez rapide et facile. Et puis les besoins subjectifs, là du coup, c'est plus subtil parce que ça va être tout l'affectif et toute la poésie que le client peut mettre autour du rêve qu'il a sur un projet, qu'il s'agisse d'un projet d'objet, d'un projet d'aménagement intérieur, d'un projet d'escalier, d'un projet de table, etc. Souvent, on sous-estime la part de rêve qui est contenue dans un projet, surtout quand il s'agit d'une demande auprès d'un artisan d'art. Après, vous avez l'intention personnelle. L'intention personnelle, c'est ce qui vous compose vous, hein. Ce qui est intéressant chez un artisan, c'est qu'il a une prise directe sur la forme, ne serait-ce que parce qu'il a travaillé avec ses propres outils, voire directement avec ses mains. Et donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les intentions que vous avez en vous, que ce soit des intentions poétiques, politiques, sociales, plastiques, etc., toutes ces intentions-là, que vous le vouliez ou non, elles vont ressortir sur vos objets. Et c'est aussi ce que viennent chercher vos clients. Donc, il y a en même temps une question à vous poser pour vous, c'est que même à travers un objet, souvent vous voulez raconter une histoire. La question, c'est de savoir, est-ce que vous en êtes conscient et est-ce que vous êtes capable de le dire? Il y a vos intentions subjectives, c'est-à-dire que quelquefois, il y a une histoire que vous racontez à travers vos produits, mais vous n'en êtes pas conscient. Et donc, en tant que professionnel, à un moment donné, en tant que professionnel du design, il y a peut-être ce travail-là d'un petit peu d'introspection à faire sur l'intention, à savoir, mais finalement, qu'est-ce qui me conduit aujourd'hui à utiliser, par exemple, de la poterie émaillée noire, que c'est vraiment ce qui me tient à cœur, etc. Pourquoi j'ai ça et quelle histoire ça raconte? Et puis mes intentions objectives, comme tout le monde, c'est aussi de vous dire, avec cette production que je fais, il faut que je gagne ma vie. Comment je vais faire pour gagner ma vie? Ça veut dire comment je vais faire pour fabriquer, comment je vais faire pour cuire, pour scier, etc. Donc ça, on est dans la rubrique intention. Ensuite, dès que vous avez formulé ces intentions, qu'elles soient intentions du client ou vos intentions personnelles, quelquefois les deux sont assez imbriqués en fin de compte, on va déboucher tout de suite à la fois sur les solutions techniques et sur le prix. Le prix, comme vous le savez, le prix d'un objet que vous produisez, c'est le prix de revient déjà, qui vont être liés aux matériaux choisis, aux techniques choisies, et puis au temps à passer. Donc, plus vous avez de l'expérience et plus vous êtes professionnel, et plus vous savez à peu près, au point de départ, à peu près le temps que vous allez mettre sur un projet. Et puis après ça, il y a le prix vendu. Et le prix vendu, j'ai mis qualité de l'objet entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une qualité qui est très subjective, c'est-à-dire quelle impression l'objet que je vois il produit sur moi.
Alors ça, je ne vous cache pas que c'est vraiment très très difficile à évaluer, mais cette qualité de l'objet, elle peut jouer énormément sur le prix, dans un sens comme dans un autre. Et ce n'est pas lié forcément à la quantité de travail qu'il y aura sur l'objet. Le prix vendu aussi est quand même très lié au lieu de vente. Quand je dis lieu de vente, j'entends très globalement le lieu de vente. Aujourd'hui, on peut avoir des lieux de vente virtuels. On a aussi évidemment des lieux de vente physiques. Et en fait, c'est vachement important pour vous en tant qu'artisan d'être très sensible et je dirais même très exigeant sur vos lieux de vente. Parce que plus un produit est qualitatif, et plus il faut éviter de le disposer dans un lieu de vente qui ne va pas être valorisant pour vous. Parce que du coup, vous allez avoir du mal à vendre votre produit. Le prix vendu, ça va être aussi la scénographie. Et dans la scénographie, j'entends à la fois la manière dont vous allez présenter vos produits et dont vous allez vous présenter sur des salons, sur des foires, etc. Ça va être aussi la manière dont vous communiquez vos produits, par exemple, à travers des documentations photos. La documentation photo, c'est vraiment quelque chose dans notre époque aussi aujourd'hui, où on utilise beaucoup les réseaux sociaux. La documentation photo, c'est hyper important. Sur des produits qui se veulent quand même artisanaux, faits à la main, donc forcément des produits qui vont atteindre pour des mêmes fonctions par rapport à des produits industriels, certaines gammes de prix assez élevées, c'est important d'avoir des images de très bonne qualité. Non seulement des images de très bonne qualité, mais aussi, quand j'entends qualité, c'est des images qui parlent de mes intentions. Donc ça nécessite un peu de réflexion. Et puis après, et en même temps, parce que quand je dis ce triangle-là, si je l'ai mis en forme de triangle, c'est parce qu'en fait, dans la conception d'un produit, en principe, vous allez toujours être en train de tourner avec la méthode design entre ces trois pôles. Ça va être les solutions techniques. Donc, dans les solutions techniques, j'en distingue deux manières de travailler la solution technique. C'est travailler des solutions techniques de manière autonome. Ça veut dire que qu'est-ce que je sais faire moi, qu'est-ce que je peux faire tout seul. Donc, mes capacités techniques et puis l'outillage dont je dispose qui va me permettre de faire certaines choses très facilement, d'autres plus difficilement, parce que soit mon outillage n'est pas forcément très adapté au projet, soit je ne sais pas l'utiliser. Et puis après ça, dans les solutions techniques, il y a malgré tout, quand il y a une chose que je ne sais pas faire ou dont je n'ai pas les outils pour le faire, il va falloir penser à sous-traiter. À sous-traiter, ça veut dire, ou de collaborer, comme on peut dire aussi aujourd'hui, c'est-à-dire travailler avec un autre artisan qui, lui, soit a les bons équipements pour vous aider, soit maîtrise des techniques que vous ne maîtrisez pas. Malgré tout, la sous-traitance, ça reste quelque chose qui est difficile. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui utilisent la sous-traitance couramment, etc. C'est difficile, la sous-traitance, surtout quand on est sur de l'intention très sensible, parce qu'il faut que le sous-traitant il comprenne bien, celui à qui vous allez confier une partie du travail, il comprenne bien quelle était l'intention de départ, pour qu'il puisse aussi travailler avec finesse dans l'interprétation des solutions techniques. Donc en fait, ce petit tableau-là que vous voyez, j'y reviendrai régulièrement parce que, en fait, pour concevoir un produit avec la méthode du design, il faudrait pratiquement, dans l'idéal, sans arrêt, à chaque fois qu'on avance d'un pas, se questionner sur mon intention, sur le prix auquel je vais arriver et sur les solutions techniques les plus adaptées. Et ça peut se faire dans tous les sens. Voilà. Donc, ce que je veux dire aussi par là, c'est que le design est une méthode de travail et de réflexion. Vous le voyez sur le petit schéma. C'est pas le design, c'est pas un apport a priori idéologique ou un apport a priori esthétique. Le designer, il se pose pas la question de l'esthétique, du moins tout de suite. Et je vous montrerai un petit peu comment l'esthétique, elle intervient sur un travail. Là, il faudrait faire un petit peu appel à l'histoire, à Adolf Loos, par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle Ornement et crime, qui est assez intéressant. C'est tout le 19e siècle et toute l'idée de l'ornement. Qu'est-ce que c'est que l'ornement et qu'est-ce que c'est que l'esthétique au final derrière tout ça? Mais ça nous emmènerait un petit peu trop loin. Donc le design est une méthode de travail et de réflexion.
Et là, par exemple, on a un exemple très caractéristique du 19e siècle. On pourrait dire c'est presque un point de réflexion de départ. C'est la chaise Tonnet que vous connaissez sûrement. Vous l'avez sûrement vu parce que c'est des chaises fabriquées en 1859 qui sont d'une durabilité exceptionnelle. Donc aujourd'hui, quand on parle par exemple de durabilité et de sobriété, on peut dire que Tonnet, quand il a fabriqué cette chaise en 1859, il était tout à fait dans cette logique-là. Petite entreprise familiale, et pour répondre à la commande d'Anadome, qui rêve pour son café de chaises pratiques, élégantes et peu encombrantes. La chaise numéro 14 est composée de 7 pièces de bois. Elle se monte et se démonte et se transporte facilement. Donc ça, pour l'époque, c'est vraiment quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire qu'en fait, il invente le principe du kit. Il invente le principe du kit, et il n'invente pas le principe du kit ex nihilo, mais en fait, ça part bien d'une réflexion fonctionnelle en se disant comment je vais pouvoir créer des chaises qui soient pratiques, élégantes et peu encombrantes. Elles sont en plus légères. Elles ont cet avantage, c'est d'être extrêmement solides. Par la technique qui est utilisée, c'est le bois courbé. Et en plus, elles ont cet avantage de pouvoir être expédiées facilement parce qu'elles sont expédiées démontées et également stockées. Donc, vous voyez un petit peu tout le gain, je dirais presque au départ financier, sur lequel peut tabler l'industriel ou l'artisan qui fabrique ce type de chaise par une réflexion très rationnelle sur la manière de concevoir son produit. Donc, Michael Tonnet s'installe à son compte comme menuisier ébéniste en 1819 et démarre son affaire en produisant les meubles de style Biedermeier. Alors, c'est assez intéressant, vous irez voir peut-être le style Biedermeier. C'est un style assez bourgeois, autrichien, allemand, assez sobre aussi dans l'expression, malgré qu'il y ait beaucoup de courbes. Parfois, on peut confondre le style Biedermeier à un style un peu école de Nancy, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais en tout cas, là, du coup, Michael Tonnet, en fait, ce qui est intéressant dans la création de cette chaise, c'est qu'il se libère totalement des modes de l'époque. En fait, c'est ça qui est intéressant, et c'est là où le designer, il a cette force, c'est qu'il faudrait pratiquement qu'il réfléchisse d'abord sur la fonction de son objet et la manière de le fabriquer avant de se questionner sur une forme d'esthétique. Alors, c'est un peu extrême ce que je dis, et surtout je le dis à vous qui êtes des artisans d'art, mais en même temps, c'est une manière d'arriver au cœur des choses en ce qui concerne l'objet. Voilà, donc là, vous voyez la chaise Tonnet. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut noter, c'est quand même qu'elle a été vendue à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde. C'est pas pour rien, quoi. C'est pas juste pour faire plaisir à son concepteur que les gens l'ont acheté. Si vous allez dans des vieux cafés en campagne, vous trouvez encore ces chaises-là, hein. Vous avez peut-être, ou on en trouve encore dans les solderies, etc. C'est des chaises qui sont extrêmement résistantes. Et ce qu'il faut noter, c'est que Michael Tonnet, qui était un ébéniste, utilise des méthodes d'assemblage qui feraient hurler les plus traditionnalistes, hein, parce que utiliser des vis à cette époque-là pour assembler une chaise, c'est contre nature et c'est contre la tradition. Donc, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut que le designer, le concepteur, se défasse un petit peu, parfois, du poids de la tradition qui pèse énormément sur la manière de faire, et que l'innovation, quelquefois, ça suppose de faire un petit pied de nez à ses prédécesseurs. Gentil quand même, mais quand même. Donc, produire du design, c'est optimiser les formes par rapport aux matériaux, à l'ergonomie et à l'esthétique recherchée. Donc là, ici, j'arrive très rapidement hein, sur un mouvement que vous connaissez sûrement tous aussi, c'est le Bauhaus. Le Bauhaus, qui est vraiment un regroupement d'artistes, d'architectes, d'artisans d'art, etc., qui essayent de travailler ensemble sur à la fois des nouveaux produits, mais avec une idée sociale, hein, une idée de nouvelle société qui serait construite sur la possibilité pour chacun, en fait,
d'accéder à des produits intelligents et pratiques et beaux, mais justement en se défaisant de tout l'esprit décorativiste des périodes précédentes pour arriver à travailler sur des objets extrêmement rationnels. Donc souvent, les gens, quand ils vont voir une expo du Bauhaus ou une expo, par exemple, de Jean Prouvé, quand vous voyez les meubles qui sont présentés au musée de l'école de Nancy, les gens, ils en sortent un petit peu déçus parce qu'ils disent, mais en fait, c'est pas beau, quoi. La réalité, c'est que effectivement, le but de ces concepteurs-là, c'est pas de faire du beau, parce qu'ils considèrent que le beau, c'est très connoté à des époques, alors que le fonctionnel, lui, a toutes les chances de durer dans le temps. Ce qui fait que, par exemple, quand vous voyez la conception de ces produits, de ces chaises, là, ici, on est dans l'utilisation du tube d'acier. Pourquoi? Parce que là, on commence à savoir travailler le tube d'acier, notamment à le plier, à le former. Et le tube d'acier, il a cette caractéristique, c'est d'être extrêmement résistant et en même temps léger. Là, ici, on utilise du cuir de vache. Pourquoi du cuir de vache? Parce que le cuir de vache, sur l'acier, finalement, ça tient bien, et que le cuir de vache, quand vous êtes assis dessus, c'est un matériau qui est relativement agréable, qui en même temps présente une certaine élasticité. Et donc, les choix de ces designers-là, qui sont assez radicaux à l'époque, c'est des choix qui sont conduits uniquement par des réponses d'ordre pratique. Donc, ce qui explique aussi un petit peu l'aridité de ces objets conçus à l'époque du Bauhaus. Voilà, ici, le travail de Le Corbusier, qu'on connaît tous, où là, vous voyez, par exemple, il a l'idée d'utiliser la peau de vache comme un matériau couvrant. Pourquoi? Parce que les peaux de vache, quasiment, on n'en faisait rien avant. Avant qu'on les utilise sur du mobilier, vous voyez que là, on est dans une forme d'innovation et d'iconoclastie par rapport au travail du tapissier, par exemple, qui, lui, verrait ça d'un très mauvais œil, qu'on utilise la souplesse et la texture de la peau de vache, alors que lui, il sait faire du matériel confortable en utilisant de la fibre de kapok, des textiles, des résilles, etc. Donc, vous voyez que là, à chaque fois, dans cette innovation du designer, il y a l'idée d'une certaine manière de se débarrasser d'une tradition pesante et en même temps de s'intéresser aux nouvelles technologies, aux nouveaux matériaux, aux matériaux de leur époque, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça de mieux qu'avant, sur le plan pratique. Donc là, on est toujours sur Le Corbusier. Ce qui est intéressant, par exemple, ce qui est assez marrant, même sur ces canapés-là, qui sont très cubiques, hein, au niveau de la forme, on n'est pas du tout dans la fantaisie. Ce qui est intéressant quand même, c'est que si vous avez essayé, par exemple, ce petit fauteuil-là, c'est un fauteuil qui, contrairement aux apparences, est extrêmement confortable. Parce que le rembourrage est bien étudié et que là, en fait, vous êtes maintenu sur les côtés, hein, pratiquement, et que vous êtes vraiment très, très confort dans ce type de fauteuil-là. Là, ici, ce que vous voyez aussi, c'est Le Corbusier, c'est une perspective d'un intérieur. Il considérait dans ses aménagements et dans ses architectures que le mobilier était indissociable de l'architecture. Ce qui est aussi une manière de voir les choses. Ça veut dire que quand il concevait un intérieur, il concevait le mobilier qui allait avec, ce qui n'est pas idiot. Voilà ici toujours Le Corbusier qui a marqué quand même notre époque, avec des photos de la Villa Savoie. Là, on voit que l'évolution de l'architecture, là ici dans Le Corbusier, on pourrait dire qu'on est dans une évolution liée au design de l'époque, c'est-à-dire qu'on a l'utilisation de la voiture, de l'automobile qui devient de plus en plus individuelle, et donc là ici, on va pouvoir venir garer sa voiture sous la maison. On a le désir, alors on a des méthodes constructives avec le béton armé qui permettent de construire sans mur porteur, donc sur des systèmes qu'on appelle poteau-poutre, et en même temps, il y a cet attrait pour le paysage, pour la nature, qui va faire qu'au lieu de travailler des architectures avec des fenêtres verticales, on va pouvoir travailler avec des fenêtres panoramiques, sans rupture, qui vont permettre de profiter de la vue et du paysage. Voilà, on a les toits terrasses, effectivement, aussi, qui permettent de développer des extérieurs tout en étant à l'intérieur.
Cette ville-là à Poissy, elle est très intéressante à visiter parce qu'elle permet de comprendre un petit peu comment Le Corbusier et comment cette époque-là a travaillé sur une réflexion qui est d'abord une réflexion fonctionnelle. C'est vraiment ça qu'il faut retenir et qui a fondé une partie de la pensée du design. Alors, maintenant, on va parler de l'esthétique parce que bien sûr, là, je vous ai parlé énormément de fonctionnalité et en même temps, vous allez me dire, oui, mais nous, on est des artisans d'art, on produit des objets à vocation esthétique. Moi, je vous répondrai oui, mais pas que. Et puis, en fait, la question qui est vaste, hein, là, je vais tenter une réponse, mais la question, elle est très vaste, c'est qu'est-ce que c'est que l'esthétique, hein? Déjà, j'aurais tendance à dire qu'il n'existe pas une esthétique, mais des esthétiques. On le voit bien dans notre univers personnel, entre amis, etc. On voit bien qu'il y a des gens qui trouvent beau certaines choses, d'autres qui ne le trouvent pas. Avec cette idée ou cette phrase, cette baseline qu'on entend souvent, des goûts et des couleurs, on ne peut pas discuter. Je dirais oui et non. Je dirais qu'en tant que professionnel, discutons-en justement des goûts et des couleurs. Parce que ce dont on ne peut pas discuter, en fait, c'est peut-être tout simplement parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Là, je vous montre cette image parce que vous voyez qu'aujourd'hui, là, par exemple, sur ce type d'image, le meuble en bois blanc, la couleur qu'on appelle aussi assez facilement le bleu canard, le lustre de Constance Guisset qui a fait un tabac, hein, un peu comme la chaise Tonnet, les verrières de type industrie, etc. En fait, je sais que si aujourd'hui je veux plaire à mes clients en tant qu'architecte d'intérieur, en tant que designer, je lui colle ça, je suis sûr que ça va marcher à 80%. Le meuble en bois blanc, qui va faire référence un petit peu au mobilier danois. Donc, derrière le mobilier danois, il y a toute une idéologie du rapport à la nature, d'une nature un peu vierge, etc. Le lustre de Constance Guisset, c'est un lustre finalement qui est relativement simple, qui développe en fait une esthétique relativement gratuite, parce qu'en termes de luminaire, ça n'a pas une efficacité redoutable, mais en même temps, c'est très beau, ça meuble beaucoup un intérieur. Et puis là, cette verrière d'atelier qui, curieusement, fait penser à l'atelier artisanal de nos grands-pères, hein, du ferronnier, du mécanicien, du menuisier, etc. Et donc, qui confère une certaine nostalgie. Ce que je veux dire, aujourd'hui, on trouve ça beau, sauf que on trouve ça beau parce que ça s'inscrit dans une sociologie de l'époque et dans une tendance de l'époque. Donc, est-ce qu'on peut parler du beau et de l'esthétique de manière absolue? C'est pas sûr. On voit bien l'évolution des esthétiques dans le domaine de l'automobile, où on peut partir d'une 4 chevaux un petit peu replète, comme ça, en passant par la 4L que notre gendarmerie a utilisée à outrance, la Renault 5, la R8, la R16, pour arriver à des voitures aujourd'hui chez Renault qui sont beaucoup plus, entre guillemets, sportives. Et là, ce qui est intéressant en tant que designer, c'est de se livrer à une petite analyse des formes. Alors, je vais me permettre de le faire. Là, ici, on est dans une époque où avoir un petit peu de graisse sur soi, c'est plutôt un signe de bonne santé. Et donc, les voitures, elles reprennent cette idée de la forme un petit peu grasse, etc. Regardez un petit peu l'évolution des formes aujourd'hui. On voit comment aujourd'hui le sport est devenu presque une philosophie de vie, et on voit bien que les voitures d'aujourd'hui, sur des fonctions à peu près similaires, elles développent des tensions qui sont presque des tensions musculaires, qui sont des muscles tendus comme ceux du sportif.
Là, ici, on est plutôt dans des architectures corbuséennes, là, avec des pans assez coupés, des architectures assez brutales, etc. Vous voyez qu'en fait, l'esthétique, ce qu'on va appeler l'esthétique de ces objets qui sont des voitures, elle est extrêmement liée, en fait, à des sociologies de ces époques-là. Idem pour le logo, hein, on voit bien l'évolution du logo de 1900 jusqu'à 2007, et j'en avais un peu plus récent qui était de 2022, mais qui apparaît pas là-dessus, 2022, qui a encore changé, mais vous voyez un petit peu l'évolution. Alors, ça serait long, mais on pourrait faire une analyse presque sémiologique, hein, de l'évolution de ça, où là, on voit bien que ce logo-là ici, ces logos là ici, ils nous emmènent vers un monde qui est plutôt le monde du charron, de l'artisanat, etc. Là ici, bah, évidemment, c'est la guerre, hein. Et puis après, on commence déjà à styliser et à travailler beaucoup plus la sémiologie du signe, hein. Là, on est presque dans une représentation un peu littérale de l'univers de départ. C'est un peu l'univers là du ferronnier, hein, on voit bien, voilà. Et puis là, après, ben, on est dans des signes qui sont beaucoup plus abstraits autour de Renault, le losange. Là, ici, je voulais vous parler d'un projet justement pour appuyer ce que je viens de dire par rapport à l'esthétique. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de travailler pour des fabricants de salles de bain, et donc de travailler sur des recherches. Et en fait, le bureau du marketing me donnait des directions dans lesquelles je devais faire des propositions de forme. Et donc, en fait, des sociostyles, ils avaient déterminé 4 sociostyles: la maison charme, la maison authentique, la maison contemporaine et la maison qu'ils appelaient Technicolor. Donc ça, c'est des phrases de gens du marketing. La maison charme, ça se référait à une forme de nostalgie du passé, hein. Donc, en fait, ça m'a amené à faire des propositions en essayant d'inclure des éléments un peu baroques sur du mobilier un peu plus contemporain. Ensuite, sur la maison authentique, bah, c'était l'idée d'un besoin de nature chez les consommateurs. Donc là, on va travailler plutôt avec des bois assez bruts, des systèmes d'ossature ou de structure en bois brut qui vont faire penser un petit peu à l'établi de l'artisan, etc. Sur la maison authentique. Sur la maison contemporaine, ben, on est sur des matériaux évidemment beaucoup plus contemporains, le verre, la laque par exemple, des matériaux beaucoup plus froids et une organisation du mobilier beaucoup plus rationnelle, on va dire. Et puis la maison Technicolor, pour les services du marketing, c'était une forme de référence au vintage des années 70. D'où là le travail, par exemple, sur de l'arrondi, sur des couleurs vives, sur l'utilisation de la fleur, power flower, etc. Voilà. Donc là, en fait, on se rend bien compte que sur des projets comme ça, on n'est pas dans l'exploration d'une esthétique intuitive, mais on est dans la construction d'une esthétique qui est liée à une sociologie de l'époque. C'est une manière de voir les choses, mais en tout cas, l'industrie, quant à elle, travaille pratiquement essentiellement avec ça. L'industrie ne peut pas trop se permettre de travailler de manière intuitive. Ce que je dis, c'est que l'esthétique, en fait, lorsqu'on commence à rentrer dedans, et lorsqu'on commence à se questionner, par exemple, sur un produit artisanal, ce qui pourrait être intéressant, c'est plutôt que de dire des goûts et des couleurs, on ne peut pas discuter, c'est de penser ou de réfléchir sur le fait que l'esthétique, en fait, elle est au service d'une idée. L'esthétique, c'est un langage, en fin de compte, et comme tout langage, bah, il nous raconte quelque chose. Et que, bah, tant qu'à faire en tant que professionnel, quand vous vous posez la question de l'esthétique
que vous allez utiliser pour vos pièces ou que vous utilisez couramment, finalement, la question, c'est quel est le langage que vous utilisez pour développer vos produits. Ce qui place les produits artisanaux, et ce qui porte bien leur nom, l'artisanat d'art, ce qui place les produits artisanaux dans une espèce d'entre-deux, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, entre l'objet usuel et l'objet d'art et l'œuvre d'art. Ça veut dire que le produit artisanal aura toujours cette ambiguïté de n'être pas que fonctionnel. Que vient chercher un client d'artisan d'art dans un produit artisanal? Voilà, quand je dis l'esthétique est au service d'une idée, ben là c'est très clair, notamment sur le viaduc de Millau. Le viaduc de Millau, l'architecte Norman Foster, on peut se poser la question de savoir pourquoi il a créé ce pont et qu'il l'a pas fait tout droit, qu'il a créé une courbe. Pardon. La réalité, c'est pas juste un geste esthétique en disant bah, ça va être plus joli comme ça. C'est aussi ça, mais c'est aussi parce que en fait, quand une voiture rentre sur le pont, en fait, elle a la possibilité de percevoir la totalité de la longueur du pont. Ce qui veut bien dire que l'esthétique, elle est au service d'une idée. C'est-à-dire que l'esthétique de cette courbe va permettre au spectateur qui est dans sa voiture, le spectateur utilisateur, de percevoir l'immensité de ce pont et donc de recevoir un message par rapport à ça. Voilà. Donc dans ce sens-là, vous voyez bien que l'esthétique, en fait, elle est toujours subordonnée à une idée, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Mais en tant que professionnel, c'est quand même mieux si à un moment donné, ça devient conscient. Ça pose un problème de hiérarchie entre vos intuitions et la traduction de ces intuitions de manière rationnelle. Je pense qu'après, la problématique, ça va être de trouver l'équilibre entre les deux. Voilà, pour poursuivre, bon, il me reste 4 minutes avant de laisser la parole à Maya Thomas. Je voulais juste vous parler d'une expérience que j'ai faite avec un ferronnier, où simplement, je voulais vous expliquer un petit peu la méthode. Donc, du coup, j'ai utilisé cet exemple-là parce que du coup, le ferronnier, c'est un artisan d'art. Et puis, on a collaboré ensemble. Et donc, je voulais vous montrer un petit peu comment on a élaboré un produit ensemble. En fait, je pense que pour démarrer un nouveau produit, quand on sait pas trop où aller, on n'a pas une demande particulière. Moi, il y avait une chose que j'aimais bien dans le principe de la forge, c'est le fendage à chaud. Le fendage à chaud, j'ai toujours trouvé ça assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que le fer est chauffé, on a des tranches qui ressemblent à des haches, et en fait, le fer, on le fend exactement comme si on fendait du bois, ce qui renvoie en plus à une forme assez végétale. Donc l'idée, ça a été de créer une règle du jeu en disant bah, on va essayer de créer une série d'objets en utilisant au maximum cette technique-là. Règle du jeu numéro 2, produire des objets non technologiques, ici un chandelier. Pourquoi non technologique? Parce qu'on était en phase d'expérimentation et on ne voulait pas s'embêter à avoir trop de technologies à maîtriser. Par exemple, si on avait voulu faire un luminaire, il fallait qu'on gère des problèmes de sources lumineuses, des problèmes d'électricité, d'alimentation électrique. Donc là, simplement, on a pris une bougie. Règle du jeu numéro 3, essayer de confronter la finition du fer forgé, alors le fer forgé avec toute son authenticité et son ancienneté, à un matériau très industriel qui est solide surface, que certains appellent le corian. Enfin bon, c'est des résines à base à forte charge minérale dans lesquelles on fait pas mal de plans de travail, par exemple de cuisine, etc. aujourd'hui, ou même de plans dans les laboratoires de médecine, etc. parce que c'est un matériau qui est extrêmement résistant et qui en même temps supporte bien les abrasions des produits chimiques. Donc, confronter ces deux matériaux pour essayer d'exploiter ensuite après. Donc en fait, ce que je veux montrer là, c'est que l'idée, c'est vraiment d'exploiter au maximum, à partir de cette règle du jeu, d'aller
dans tous les possibles, et encore, j'ai pas tout exploité ici, dans toutes les possibilités que pourraient nous donner ces différentes cartes qu'on a, ces 3 cartes de départ, pour essayer de voir quelles formes peuvent être générées. Donc, pour arriver jusqu'à des formes comme celle-ci. Voilà. Ensuite, l'idée, c'est de choisir, resserrer et préciser. Et ça, c'est ce que j'invite un petit peu tous les artisans d'art que je peux suivre dans des processus de conception. C'est d'abord d'aller le plus loin possible dans les propositions. Puis ensuite, après, en fonction de toutes les propositions, on resserre, on essaye de voir celles qui, aujourd'hui, parce que aujourd'hui, qui nous semblent les plus intéressantes, ce qui ne veut pas dire que demain, d'autres formes qui ont été déjà dessinées ne seraient pas intéressantes. Ça veut dire que vous gardez tous vos dessins, qui peuvent un jour ou l'autre vous réinspirer sur d'autres choses. Donc, choisir, resserrer et préciser. Et puis ensuite, une fois que tout ça c'est fait, il faut passer à une précision assez technique, comme là je le montre, approcher techniquement, rendre faisable, proportionné. Alors bien sûr, vous allez me dire, ça dépend des techniques que vous utilisez. C'est sûr que pour un ébéniste, cette manière de faire, elle est tout à fait compréhensible. C'est sûr que pour un céramiste qui travaille autour, c'est un petit peu différent, parce que l'approche technique, elle est peut-être plus intuitive que celle-ci. Mais il n'empêche que moi, ce que je constate, quand je regarde un petit peu les différents, toutes les pièces que j'ai pu voir depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est que quand une pièce est bien dessinée, elle sort bien, même si quelquefois il y a évidemment des interprétations entre le dessin et la réalité, parce qu'il y a toujours une marge de manœuvre. Moi, ce que je constate quand même, c'est qu'une pièce qui est bien dessinée au départ, elle présente quand même beaucoup d'avantages et de cohérence lorsqu'elle se réalise. Voilà, approcher techniquement, rendre faisable et proportionné, là, ça veut dire qu'une fois qu'on a tout cadré comme ça, maintenant, effectivement, il faut rendre techniquement faisable et proportionné. Donc, proportionné, c'est aussi une chose qui est extrêmement importante, c'est-à-dire quelle part de matière on va mettre dans une chose et dans une autre pour la rendre, compréhensible. Et je dirais presque aujourd'hui, et donc esthétique. C'est-à-dire que la proportion, c'est quelque chose d'extrêmement important, qu'on a tendance un petit peu à oublier. Voilà. Proportionner les matières entre elles, vous voyez, donc détailler les contacts entre les matériaux. Comment on fait un contact ici, comment on fait un contact ici, comment on rassemble les matériaux entre eux, et puis ensuite prototyper, photographier. Je dirais c'est la partie de la vie suivante du projet, c'est-à-dire qu'une fois que votre projet est réalisé, faut penser photo, faut penser stand, voilà, faut penser communication, donc là, des petites plaquettes de communication, et puis après, c'est travailler le stand. Comme je dis, j'anime une session sur un stage sur présenter les produits, faire un stand, etc. Le stand, dans le stand, en fait, il faut toujours éviter de le concevoir sur place. Même si quelquefois les organisateurs vous le demandent, ça, il faut toujours éviter ça. Et si les organisateurs d'un salon ou d'une foire vous disent vous verrez bien sur place, méfiez-vous, c'est pas bon signe. Voilà, si je peux me permettre. Voilà. Conclusion, une histoire simple, dessiner, créer un produit est une chose, le vendre en est une autre. C'est pourquoi il est indispensable d'inscrire le design dans une démarche globale qui prend en considération, alors sur le plan industriel, l'image de la marque, son histoire et ses spécificités. Si je parle en industrie, c'est bien ça. Si je parle pour vous, qu'être des individus, en fait, l'image de la marque, c'est vous, c'est tout. N'allez pas chercher trop loin dans le marketing, sachez juste qui vous êtes en tant qu'artisan à travers ce que vous faites. Et votre image, elle sort tout naturellement de ça, quoi. Créer un nouveau produit suppose de s'interroger dès le début sur la façon de le communiquer. Voilà.
Je pense que je vais passer sur ce projet-là, et je crois que je vais passer, parce que je vois le temps qui passe, hein, 10h46, c'est ça. Je vais passer la parole à Maya. Voilà. Maya, la parole est à toi. Alors, on t'entend pas. Oui, il faut activer le micro au milieu, sur la gauche, voilà. Parfait. Ouais. Et là, maintenant, vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, pas de souci. Bien. Eh ben, bonjour. Je me présente, donc Maya Thomas. Je suis conceptrice, créatrice en verre. J'ai une formation de vitrailliste, mais surtout, j'ai créé ma marque. Alors, je n'arrive pas à prendre la main sur le diaporama. Peut-être attendre quelques minutes que Madame Thomas se reconnecte. Ah, elle est déconnectée. Voilà. Ouais, non, effectivement, ça a coupé. Pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai changé de slide. Est-ce que vous arrivez à le faire à votre tour? C'est tout bon. Voilà, super. super. Merci. Les aléas du direct. Donc oui, donc du coup je disais, voilà, moi je suis Maya Thomas, je suis vitrailliste de métier et j'ai créé ma marque. Donc je vais d'abord me présenter moi parce que ça a vraiment une importance et un impact sur l'identité de la marque que j'ai créée. Donc voilà, moi j'ai un parcours assez multiple, c'est-à-dire que je suis une enfant d'expatriés, donc j'ai grandi en Afrique et en Afrique du Nord, ce qui m'a amené à rencontrer beaucoup de cultures, beaucoup de spiritualités différentes qui ont influencé encore aujourd'hui mes choix et mes goûts esthétiques, comme disait Bernard. Ça a forcément un impact aujourd'hui sur ce que je suis et ce que je fais. Par la suite, avant d'être vitrailliste, j'étais travailleur humanitaire. J'ai travaillé du coup de nouveau un peu partout dans le monde, ce qui m'emmène aujourd'hui à avoir un projet qui devait avoir du sens. C'est-à-dire que ça manque dans le sens et la démarche que je vais avoir aujourd'hui. J'ai eu envie de revenir sur un métier créatif, d'où ma formation dans le vitrail, mais ça ne pouvait pas juste être créatif, c'est-à-dire je ne me voyais pas être juste un artisan d'art qui mettait au service des autres les compétences de sa main. Il fallait que ça ait du sens derrière, il fallait que je m'inscrive dans une démarche qui correspondait à mon identité mienne. Donc voilà, aujourd'hui je suis vitrailliste, je suis créatrice verrier, mais je ne fais pas que du vitrail, parce que, comme je disais, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu un parcours multiple, mais j'ai fait un choix. J'ai fait un choix de ma région, c'est-à-dire que j'ai fait le choix de mon identité. J'ai décidé de m'installer en Alsace, parce que c'est une région qui a fait écho à ma personne. Donc forcément, c'est quelque chose qui est important pour moi et qui est important quelque part dans ma marque aussi. Donc j'ai créé la marque Sglass. Sglass, ça veut dire le verre en alsacien. Le verre pour le gobelet et le verre pour la matière, comme en français. Donc Sglass, pourquoi Sglass? Parce que je récupère les bouteilles de vin d'Alsace, voilà, donc identité locale, et je les transforme en objets d'art de la table. Du coup, des verres, des bocaux, on reste dans la fonction, c'est-à-dire que je pars d'un objet qui est la bouteille d'Alsace parce qu'elle a une identité locale, parce qu'elle a du sens pour moi, du sens parce que je recycle, et derrière, on a un objet qui a une identité régionale. Pourquoi est-ce que je vais vous parler d'entrepreneuriat? Je vais vous parler d'entrepreneuriat parce que pour moi, aujourd'hui, en tant qu'artisan, on est dans une période où, quelque part, si on prend le mot d'artisan, artisan veut dire quelqu'un qui a une compétence,
un savoir-faire technique et qui la met au service d'une commande ou d'un travail. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'artisan, il faut qu'on exprime quelque chose d'autre. C'est-à-dire que oui, certes, on a des compétences, on a des savoir-faire qu'on valorise, mais on a aussi une identité propre. C'est-à-dire comment on se différencie par rapport aux autres artisans. Alors là, je parle surtout quand on a envie de créer un produit propre. Après, si on a envie de faire de la prestation, c'est encore une autre démarche. Mais même là encore, on ne va pas proposer la même prestation en fonction des uns et des autres, parce qu'il y a quelque chose qui nous est propre. Donc, quelque part, l'entrepreneuriat, la différence entre l'entrepreneur et l'artisan, c'est que l'entrepreneur, lui, il va avoir, comme l'expliquait Bernard tout à l'heure, on va retrouver une identité dans sa manière de communiquer, dans sa manière de travailler et surtout dans sa manière de créer. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment le design est intervenu dans mon artisanat à moi, dans la création de ma marque. Pour moi, une démarche de designer, c'est se poser un certain nombre de questions qui vont nous permettre de changer le regard qu'on porte à ce qu'on fait. C'est-à-dire, je fais quoi et pourquoi ? Je fais de la vaisselle, pourquoi ? Parce que je pars d'une bouteille, que cette bouteille m'a emmené à faire un contenant. Où et comment je le fais. C'est-à-dire que ce qui va influencer également sa manière de travailler, c'est son environnement. Ça va être son atelier de travail, ça va être les outils qu'on utilise, qui vont forcément impacter sur la manière dont on va créer. Et même des fois, c'est une base de création. Et la dernière question que je pose, c'est dans quel contexte je m'inscris? Que font les autres? Parce qu'effectivement, moi, je coupe des bouteilles, mais je ne suis pas la seule à le faire. Qu'est-ce que font les autres et comment est-ce que moi, je m'inscris dans ce paysage-là? Après, quand je me suis posé toutes ces questions-là, j'ai un certain nombre de contraintes qui s'imposent à moi. Et la démarche du designer permet aussi de transformer ces contraintes en opportunités. Parce que quelque part, ces contraintes, ce sont les miennes. Et donc, la manière dont je vais utiliser ces contraintes vont faire que je vais proposer quelque chose qui me ressemble. Donc là, je vais prendre un exemple je vais concrètement rentrer dans le détail. C'est-à-dire que moi, mes contraintes et mon contexte, c'est je travaille le verre, donc j'ai une contrainte, c'est mon approvisionnement en matières premières et son coût. Je vais avoir des préoccupations économiques et environnementales aussi, parce que travailler le verre, ça implique une certaine consommation énergétique, ça implique certaines pollutions, parce qu'on a des poudres, comment on gère son déchet. Il y a, donc c'est ça, une vision collective. Et là, c'est par rapport au vitrail. Moi, j'adore ça, j'adore me promener dans les églises, dans des édifices historiques où avoir des très beaux vitraux. Mais c'est vrai que quand on parle de vitrail aux gens, la première réaction qu'on a, c'est « Ah, c'est ce qu'il y a dans les églises ». Oui, effectivement, c'est des très beaux vitraux qu'on trouve dans les églises, mais c'est de les sortir de là, de dire « Il faut qu'on arrive à… » moi, ce que je veux, c'est réussir à sortir ces vitraux de ces contextes-là et à les emmener dans des lieux plus contemporains, dans des lieux d'aujourd'hui, et que ça ait du sens esthétiquement dans les intérieurs d'aujourd'hui. J'avais une envie de création, ce que j'expliquais tout à l'heure, un besoin de créer, et bien évidemment, comme tout le monde, un besoin de rentabilité, c'est-à-dire qu'il faut que je puisse gagner ma vie avec ce que je fais. Alors, les solutions que j'ai apportées en créant ma marque, Sglass, c'était de dire, bon, qu'est-ce que j'ai comme matière première, comme ressource autour de moi? Très rapidement, on tombe sur la bouteille de vin d'Alsace qui n'est pas consignée, qui est jetée, on est sur une bouteille à usage unique. Bon, ok, je note, j'ai cette ressource-là. Je réfléchis, est-ce que je vais pouvoir la valoriser? J'ai un marché de proximité, c'est-à-dire que je suis dans une région qui est une région viticole, on a énormément de viticulteurs, de caveaux, on a énormément de restaurants qui consomment des bouteilles d'Alsace. Donc c'est mon environnement local, c'est-à-dire que du coup, j'ai un réseau qui potentiellement peuvent être intéressés par ce que je fais, parce que ce que je fais s'inscrit
dans leur identité locale. Je résous mon problème d'impact écologique parce que quelque part, je réutilise une matière. Et non seulement je réduis mon impact écologique, mais on revient dans cette idée d'avoir quelque chose qui a du sens. Et pour moi, au-delà de l'impact écologique, il y a cette idée de réusage, cette réflexion qui est très contemporaine aujourd'hui, c'est cette idée de surconsommation. On consomme les choses et après on les jette. C'est-à-dire qu'on a regardé la bouteille de vin, on l'a choisie, on a trouvé l'étiquette jolie et on a trouvé le vin bon, et la bouteille, on ne l'a même pas vue. Et là, l'idée, c'est de dire, voilà, il faut aussi, dans ma démarche, j'aime changer mon regard sur les choses et j'aime que les autres changent leur regard sur les objets du quotidien. Et donc, l'objectif zéro déchet, c'est de dire, comme je disais, moi, je suis vitrailliste. Donc là, moi, je vous parle que de vaisselle depuis tout à l'heure, mais c'est pas un hasard que je parle de ça, que je suis vitrailliste, et parce que moi, dans ma réflexion par rapport à cette ressource, ça a été de dire, comment est-ce que moi, en tant que vitrailliste, je vais pouvoir m'épanouir dans ma créativité à partir de cet élément-là, tout en gagnant ma vie, parce que j'ai un besoin de rentabilité. Eh ben, la bouteille de vin d'Alsace me permet effectivement de faire à la fois de la vaisselle, mais aussi des créations de vitraux. Donc, je réponds à mes besoins de créativité et de rentabilité en même temps. Donc là, concrètement, je vous montre un peu la partie... Là, j'ai vraiment fait le choix de vous montrer la partie vitrail parce que je trouve que dans le sujet que présente Bernard aujourd'hui, je suis fatiguée, désolée, dont parle Bernard aujourd'hui, c'était vraiment cette réflexion autour de l'objet de la bouteille et de dire comment, en me posant ces questions de où, quoi, comment, pourquoi, je suis arrivée à une démarche créative. Et donc le pourquoi, donc la bouteille, quoi, ça c'est quoi, donc pourquoi la bouteille d'Alsace, on la retrouve dans mon travail de vitrailliste. C'est-à-dire que dans ma réutilisation du haut de la bouteille, donc quand j'ai coupé ma bouteille, j'ai mon verre en bas et j'ai la partie haute qui me reste. Et c'est là que la créativité et que je transforme une contrainte en opportunité en me disant bah super, j'ai un déchet, c'est formidable, je vais pouvoir en faire quelque chose d'esthétique et en même temps créatif pour moi. Donc la bouteille, je la coupe en 4, l'objectif étant de retrouver exactement les proportions de la bouteille de vin d'Alsace, parce que justement, je parle de quoi? Je parle de l'objet, du quoi. Et j'ai envie que ça se retrouve dans ma création derrière, que les gens vivent le matériau, ce que je disais, regardent la bouteille autrement. Et donc avec ces éléments bouteille que je raplatis, ben ça, moi je reviens sur du verre plat, et à partir de ce moment-là, je peux créer des vitraux. Alors, je dis vitraux parce que c'est le terme que tout le monde comprend et entend aujourd'hui, mais ça va au-delà de ça. Quelque part, je propose plus de la cloison, de la paroi décorative, à partir des éléments bouteilles. Et on revient sur ce circuit local et cette identité alsacienne. Parce que clairement, visuellement, quand on regarde mes cloisons, ben, la première chose qu'on voit, c'est la bouteille. Il n'y a pas de doute possible et on sait que c'est la bouteille de vin d'Alsace. Voilà, donc ça, c'est un exemple de plusieurs motifs qui peuvent être créés à partir de ces éléments bouteilles. Et après, à partir de là, ben, moi, je m'amuse. Et quand je vous disais que mon parcours a du sens aujourd'hui dans ce que je fais, c'est que moi, j'ai grandi dans des pays musulmans, dans des pays du Sud, où on a un rapport à l'ornementation et aux motifs qui est primordial. Ça a du sens spirituel dans ces régions-là. Et moi, c'est quelque chose qui m'imprègne énormément et qu'on va toujours retrouver dans mon travail et dans les propositions que je vais faire sur mes vitraux. Il y aura toujours une démarche et un travail du motif dans la géométrie. Donc là, vous avez une proposition de... Ça, c'est une ode à la cathédrale de Strasbourg, toujours identité régionale qu'on retrouve dans mon travail. Ben effectivement, quand je fais une rosace, je fais référence à la rosace de la cathédrale de Strasbourg. Alors là, c'est un autre exemple de travail. Donc là, on est plutôt dans une démarche artistique, hein, où c'est une commande d'une pièce qui avait été faite par la région Grand Est dans le cadre d'une expo qui parlait
du verre et de son histoire dans la région Grand Est. Et donc ça, c'est une pièce qui a été réalisée, toujours à partir des hautes bouteilles. Et si vous regardez à l'arrière de la pièce, vous voyez qu'il y a des bouteilles qui sont déformées. Et là, c'était encore de se dire, bon ben voilà, c'est quoi ma bouteille? À quoi elle ressemble? Elle est de quelle couleur? Oui, elle est verte, elle est brune. Ça me fait penser à quoi ces couleurs? Ça me fait penser à la nature, ça me fait penser à la végétation. Donc quelque part, comment est-ce que je peux, à partir d'une matière minérale, refaire sentir cette partie végétale? Et du coup, en la travaillant, en la chauffant et en la déformant, on peut encore faire dire autre chose à la bouteille. Alors je vais terminer sur des exemples. Donc, je vous ai dit, les questions que moi je me pose dans ma démarche de designer, c'est où, quoi, pourquoi, comment et que font les autres. Là, on va parler de que font les autres. Voilà, ça, ce sont des exemples de création de gens qui ont eu une réflexion à partir de la bouteille et qui se sont dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Pour moi, c'est à la fois une source d'inspiration et une source de me dire, moi maintenant, il faut que je fasse autre chose. Je trouve ça beau, mais comment est-ce que moi, je m'inspire de ça et j'en fais autre chose qui me ressemble moi? Mais c'est très important de regarder constamment ce que font les autres, parce que c'est une source d'inspiration. C'est une idée à partir de laquelle on va construire autre chose. Voilà. J'ai terminé. Merci à tous les deux pour votre intervention. Écoutez, il n'y a pas de questions. Alors, je pense que vous avez été très clair. Je profite de ce thème pour vous présenter une formation qui est dispensée au CERFAV près de Nancy. Formation concepteur-créateur en métier d'art qui combine créativité et technique pour compléter vous permettre de compléter les compétences de base des métiers d'art, développer une démarche progressive de conception d'objets et de construction de votre activité future, perfectionner vos gestes, votre savoir-faire, vos pratiques, mais également construire une stratégie de communication et de commercialisation. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site cerfav.fr. La Chambre des métiers vous propose une offre de service complète pour vous accompagner tout au long de la vie de votre entreprise. Voilà, que ce soit de la création reprise, du développement économique, performance, développement niveau développement durable, transmission. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre chambre départementale et de vos référents métiers d'art avec les contacts que vous pouvez retrouver ici. À la fin du webinaire, vous pourrez télécharger le diaporama pour garder bien sûr tous ces contacts. Ensuite, le site Métiers d'Art Grand Est répertorie les professionnels des métiers d'art de la région et vous donne accès à une newsletter mensuelle sur l'actualité du secteur. N'hésitez pas à vous inscrire ou à vous rapprocher de votre référent départemental si vous souhaitez y apparaître. Pour ce début d'année 2023, ce webinaire était le dernier. Nous travaillons actuellement sur la prochaine programmation des webinaires et des formations à vous proposer dès la rentrée de septembre. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il n'y a toujours pas de questions. Donc, merci à tous pour votre présence et merci à Monsieur Maignan et Madame Thomas pour leur intervention. Bonne continuation à tout le monde. Bonne continuation à tout le monde. Et au plaisir de vous rencontrer peut-être sur des salons ou sur des marchés. Ouais. Merci à vous, oui. Et puis amusez-vous, faites-vous plaisir, c'est le plus important. Bonne journée. Bonne journée. Merci à tout le monde, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.